Rien ne va, mais 2023, l'année qui peut nous sauver, c'est aux éditions Plomb, François Langlais. C'est un livre optimiste. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça fait 15 ans que je fais des livres pessimistes et celui-ci, je sentais les choses complètement différemment parce que justement, j'ai passé mes précédents ouvrages à décrypter cette crise de transition qui a débuté avec la grande crise financière de 2008-2009. Et il me semble que on approche de la fin. C'est pas fini encore. Il est possible qu'il y ait quelques chaussures qui tombent de l'arbre, mais que pour autant, on a quand même beaucoup progressé. Le logiciel collectif s'est transformé. Les événements désagréables que nous subissons, je pense, nous emmènent dans un autre monde qui n'est pas du tout. Mais vous y croyez vraiment? C'est pas juste un contre-pied marketing. On avait les économistes qui racontaient toujours attention, ça va être terrible pour vendre des livres. Non, c'est une vraie conviction. 2023 va être une bonne année. Je pense qu'en 2023, dès maintenant, on va voir des pousses vertes qui prélude à un nouveau cycle de croissance. Alors après, le calendrier précis, personne ne peut le donner, parce que les déterminants sont très nombreux. On va avoir une secousse sur l'économie, la montée des taux, l'incertitude sur la valorisation des actifs, à la fois les obligations, les actions, tout ça va peser. Mais je pense que c'est la dernière étape de cette crise de transition, derrière laquelle, si on suit à l'histoire, des crises de transition, il y en a régulièrement, c'est tous les 80 ans, 90 ans, où on change à la fois de régime de croissance, de maître du monde et d'organisation de l'économie et de la société. Derrière ces crises-là, en général, on retrouve une longue période de croissance. Est-ce que notre époque marque vraiment la fin d'un cycle libéral? On a souvent entendu ce discours, notamment au moment de la crise financière de 2008. On nous disait c'est la fin du néolibéralisme. On dit un peu la même chose aujourd'hui? Oui, je pense que la crise financière, c'était le début de la fin. C'était justement la première borne de cette transition. Mais si vous voulez, pour schématiser, mais c'est au fond assez vrai, le grand cycle libéral, il commence avec la chute du mur de Berlin en 89. C'est à ce moment-là que le risque géopolitique disparaît et que les entreprises peuvent s'élancer pour aller faire fabriquer dans les pays les plus intéressants en termes de coûts, pour aller vendre leurs produits. La mondialisation moderne commence à ce moment-là. De ce point de vue, l'événement miroir de la chute du mur, l'exact double inversé, c'est la guerre d'Ukraine, qui ramène le risque géopolitique dans le business et fait que les entreprises doivent se soumettre à cette logique politique. Et il me semble que on a là les deux bornes de ce cycle libéral économique. Chute du mur 89, guerre d'Ukraine 2022, une période comme là encore, quand on regarde dans l'histoire de 1875 et 1914, c'était un peu la même chose. Ça a été terminé aussi par une guerre, le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et l'histoire économique nous enseigne que la mondialisation est faite de cycles. C'est pas la fin du monde, la fin de la mondialisation. On peut parier sur le fait qu'on va avoir une économie cloisonnée en différentes zones d'influence et que ça a des conséquences positives. On va être obligé de réindustrialiser nos terrains. On a commencé avec les semi-conducteurs, les batteries, les médicaments. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. On n'est qu'au début de ce mouvement, je pense. Mais pour des raisons stratégiques, si vous voulez, pendant cette période de mondialisation, il suffisait d'appuyer sur un bouton pour avoir la quasi-totalité des produits du monde sur votre paillasson. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Regardez, aujourd'hui, hier, je veux de l'essence, pas de samplon 98. Ce matin, je veux du Doliprane, il n'y en a pas non plus. On est dans un monde où il y a beaucoup plus de friction. Alors, et ça fait monter les prix. Ça fait monter les prix. Et là aussi, vous avez une analyse qui est un petit peu différente de celle qu'on entend. Vous dites, on a un peu peur en fait de l'inflation, alors qu'elle peut aussi être maîtrisée et s'intégrer dans une économie. Vous avez même un chapitre qui s'appelle Vive l'inflation. Oui, c'est vrai. Vous dites, ouais. C'est vrai, si vous voulez, je pense que l'inflation n'est pas mauvaise en elle-même. Il faut se souvenir que les périodes de forte croissance que la France a connues dans les années 60-70, c'était des périodes de forte inflation. Et pour autant, les niveaux de vie progressaient. Alors c'est vrai que c'était un peu déséquilibré parce que ce sont les entreprises qui ont payé le coût du choc pétrolier à l'époque. Mais le sujet central dans les périodes d'inflation, c'est pas la hausse des prix. Pourvu qu'elle reste à un chiffre quand même, ou à deux chiffres, mais pas loin de 10, c'est l'indexation des revenus. C'est ça le sujet politique, et c'est celui-là qu'on a devant nous. Enfin d'ailleurs devant nous, on est dedans. Si vous voulez, si les revenus sont peu ou prou indexés sur l'évolution des prix, au fond,
Bon, l'inflation érode la valeur des patrimoines, c'est embêtant pour les détenteurs de capital. J'allais dire, tant pis pour eux. Ils ont connu 40 ans éblouissants, tant mieux pour eux, mais c'est fini, je pense que c'est fini. Et la démondialisation et l'inflation sont des éléments qui vont rogner la valeur du capital et, me semble-t-il, revaloriser celle du travail.